Au début de l'été 1688, sur les rives du lac Ontario, une petite troupe de guerriers Wendat attend patiemment le regard porté vers l'horizon. À leur tête, un homme qui n'a plus rien à perdre. Kondiaronk, dit le rat. Rien d'insultant là-dedans, bien au contraire. Chez les Wendat, le rat est celui qui voit tout, qui comprend tout et qu'on ne piège jamais. Ce jour-là, Kondiaronk est porté par une colère froide. Il a été informé d'un événement que les Français, ses propres alliés, tentent de lui cacher. Déterminé à ne pas se laisser sacrifier, il guette depuis des jours le passage de canaux. Une importante délégation iroquoise, composée des représentants des 5 nations, est en route pour Montréal. Ils viennent signer la paix avec le gouverneur français. Une paix qui, sur le papier, semble être une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour le peuple de Kondiaronk. Si la France signe ce traité dans son dos, ce qu'il reste de la nation Wendat risque fort de disparaître, livré seul face à ses ennemis, les Iroquois. Pour Kondiaronk, il n'est pas question que ce traité voit le jour. Alors, quand la délégation apparaît enfin, il donne l'ordre. Ces hommes déchargent leurs fusils sur une quarantaine de chefs et de guerriers iroquois. En quelques secondes, le lac devient le théâtre d'un carnage. Pour Kondiaronk, c'est le prix à payer. La paix est brisée et la guerre va pouvoir continuer. Et si maintenant, je vous disais que cet homme qui a délibérément alimenté une guerre sanglante et pourtant reconnu pour être celui qui a initié l'un des plus grands accords de paix de l'histoire du continent entre Français et nations autochtones, vous me croiriez ? Aujourd'hui, on découvre le portrait d'un génie politique de l'Amérique du Nord, qui mériterait un film à lui tout seul. Bienvenue sur RTVR. Pour bien comprendre pourquoi le sang coule autant à cette époque, il faut regarder la carte de l'Amérique du Nord comme un immense échiquier. Au sud-est, vous avez les Anglais. Leur stratégie est simple. Ils veulent de la fourrure et pour l'obtenir, ils arment massivement leurs alliés, les nations iroquoises. Ils leur fournissent des fusils en quantité industrielle. À l'est et au nord, il y a les Français, alliés eux aux nations Wendat. Eux aussi fournissent des armes, mais en bien moins grande quantité. Pourquoi ? Parce que la France a une autre priorité. Elle envoie ses jésuites pour convertir les populations. Une préoccupation religieuse que les Anglais n'ont absolument pas. Mais ce qui tient réellement tout le territoire et la bourse de ces deux superpuissances, c'est le commerce de la fourrure. Le castor, plus précisément. Si vous voulez plus de détails là-dessus, on va en parler dans une autre vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Mais l'essentiel à comprendre est là. À cette époque, le castor, c'est l'or brun. Le problème, c'est que les Iroquois n'en ont plus. Tout a été chassé de leur côté. Et la zone où il y en a encore en abondance, c'est la région des Grands Lacs. Là où vivent les Wendat, qui sont alors les maîtres du commerce avec les Français. Résultat, armés jusqu'aux dents par leurs alliés anglais, les Iroquois vont chasser, tuer et s'emparer du territoire Wendat qui doivent migrer vers d'autres terres. Les Européens n'ont pas inventé la guerre en Amérique. Ces conflits existaient bien avant leur arrivée. Mais ils l'ont industrialisé par les armes à feu et la demande commerciale mondiale. C'est une véritable guerre d'extermination qui commence. Et c'est au cœur de ces attaques massives que Kondiaronk va voir le jour. Oubliez l'image du chef né dans un palais avec un titre hérité. Kondiaronk, lui, né dans un camp de réfugiés en 1649. En effet, son peuple a dû fuir ses terres ancestrales. Kondiaronk fait partie de cette génération Wendat qui n'a plus de patrie. Son enfance, c'est l'exode, les palissades de bois du fort français à côté duquel il vit pour éviter les massacres nocturnes et l'odeur de la poudre. Chez les siens, le respect ne se transmet pas par le sang. Il s'arrache par les exploits et, surtout, par le génie de la parole. Installé à Michilimackinac, le New York des Grands Lacs à l'époque, il ne se contente pas de chasser le castor ou de combattre les Iroquois. Non. Il observe, il fréquente les forts français,
hante les missions jésuites et devient une figure incontournable de la région. C'est là, au contact des Européens, qu'il forge son arme la plus redoutable, son intelligence. Ce qu'on sait de lui n'est pas une légende. C'est documenté. Le baron de Lahontan, un officier français qui passait ses nuits à débattre avec lui, disait « On peut dire qu'il est le plus grand homme du Canada. Cet homme a un esprit si vaste et une pénétration si prompte qu'il est malaisé de le surprendre. » Il ajoute également, pour souligner sa supériorité intellectuelle, « Je ne sache pas qu'il y ait d'hommes sur la terre qui aient plus d'esprit que lui. » Quand même, vous imaginez l'honneur que le baron lui fait là ? Un officier de la cour de France qui place un chef Wendat au-dessus de toute l'élite européenne ? Pas mal. Surtout avec la supériorité eurocentrée des colons à l'époque. Il décrit un esprit si vif qu'il arrivait à démonter la logique européenne en 2 phrases. Même les jésuites en parlent dans leur fameuse Relation, une sorte de journal de bord ultra détaillé. Ils admettent avec agacement que son éloquence est exceptionnelle, surtout quand il s'amuse à pointer l'hypocrisie de la justice française ou de la religion. Vers 1682, Kondiaronk change de dimension. Il devient le chef principal de sa nation parce qu'il possède ce qu'on pourrait appeler la double pensée. Il connaît parfaitement ses traditions, mais il a aussi décodé la psychologie des Français. L'historien et père Charlevoix le souligne bien. Kondiaronk a compris avant tout le monde que pour Québec, les Wendat sont des alliés utiles, mais sacrifiables. C'est là que le leader s'affirme. Il voyage jusqu'à Québec, traite d'égal à égal avec les gouverneurs Frontenac, puis Denonville. Il ne leur parle pas comme à un sujet du roi Soleil ou à un chef dominé. Non, il leur parle de puissance à puissance. Il est le rempart indispensable de la colonie. Un chef capable de mobiliser 500 guerriers en un clin d'œil ou de paralyser toute la traite des fourrures. Le rat est en place. Il a l'influence, il a l'intelligence et il s'apprête à renverser l'échiquier colonial. Nous sommes en 1688. Kondiaronk vient de conclure une expédition contre les Iroquois et il repart avec une centaine de guerriers d'élite. Son but est simple. En chemin, il s'arrête au fort Frontenac pour prendre des nouvelles. Et là, c'est le choc. Le commandant du fort lui demande de rentrer chez lui. Il lui apprend qu'une délégation de chefs des 5 nations iroquoises, environ une quarantaine d'hommes, est en route vers Montréal pour signer une paix secrète avec le gouverneur Denonville. Alors que la promesse du gouverneur français aux Wendat était claire, ils étaient alliés pour exterminer les Iroquois. Kondiaronk comprend tout de suite la trahison et l'enjeu de cet accord. Si cette paix est signée sans les Wendat, son peuple est condamné. Les Iroquois n'auront plus aucune raison de se retenir de les massacrer. Il feint d'obéir aux ordres de cesser le combat, mais il ne rentre pas chez lui. Il traverse le lac et se poste en embuscade à l'anse de la famine. Après quelques jours d'attente, la délégation iroquoise apparaît. Kondiaronk donne le signal. L'attaque est foudroyante. L'odeur de poudre et de sang se mêle. Un chef est tué sur le coup, plusieurs sont blessés et tous les autres sont capturés. C'est là que le rat sort son plus grand jeu d'acteur. Il feint la stupeur devant ses prisonniers. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Le gouverneur français m'a envoyé ici avec l'ordre de vous attendre et de vous massacrer. Les chefs iroquois sont outrés. Mais nous sommes des ambassadeurs de paix. Kondiaronk joue alors l'homme horrifié par la trahison des Français envers les Iroquois. Pour prouver sa bonne foi, il libère presque tous les prisonniers, dont certains chefs âgés, en leur donnant même des munitions pour rentrer chez eux. Il leur dit « Allez dire à vos nations que c'est la France qui m'a forcé à commettre cet acte. Moi, je pensais que nous étions encore en guerre. Mais attention, Kondiaronk n'est pas devenu gentil. Il garde un seul prisonnier avec lui, un homme qu'il prétend adopter, assimiler, comme leurs règles le permettent pour remplacer l'un de ses guerriers morts au combat. Il ramène ce prisonnier à Michilimackinac. Là-bas, il le livre au commandant du fort français. Ce dernier n'est pas du tout au courant des négociations de paix en cours avec Montréal. Kondiaronk lui présente l'Iroquois comme un espion capturé. Malgré les cris du prisonnier qui jure qu'il est un ambassadeur de paix, Kondiaronk dit qu'il est fou et dit n'importe quoi. Le commandant français
le fait fusiller devant tout le monde. C'est le coup de grâce. Kondiaronk libère alors 2 vieux prisonniers iroquois qui avaient assisté à l'exécution. Il leur dit « Voyez, les Français vous mentent encore. Ils viennent de tuer votre frère devant moi. » En les regardant partir, Kondiaronk sait qu'il a réussi. Il a scellé le destin de la colonie avec du sang et des mensonges. Le baron de Lahontan, qui rapportera ces paroles, nous dit que Kondiaronk a conclu cet acte par cette phrase froide. « Je viens de tuer la paix. » Le mensonge de Kondiaronk prend vie de la manière la plus brutale qui soit. Dans la nuit du 5 août 1689, les écrits relatent tous un violent orage de grêle et de pluie qui éclate sur la région. C'est le moment que choisissent 1500 guerriers iroquois pour déferler sur la Chine, aux portes de Montréal armés de casse-têtes, de haches et de couteaux. La météo est leur meilleur allié. Le fracas du tonnerre couvre leurs pas et la pluie rend les fusils des colons inutilisables. Surpris alors que tout le monde était à l'abri de la pluie, c'est un carnage absolu. En quelques heures, plus de 50 maisons sont réduites en cendres. Le bilan est lourd. Des dizaines de morts et plus de 80 prisonniers sont emmenés pour subir le pire. Sans parler des survivants réfugiés derrière les portes barricadées de Montréal qui resteront traumatisés de l'événement. La colonie est à genoux. Le gouverneur d'Hénonville est humilié et sera bientôt renvoyé en France. Son plan de paix secrète n'a pas fonctionné. Dans l'ombre, le rat a gagné. En brûlant la Chine, les Iroquois ont brûlé tout espoir de paix avec la France. Kondiaronk a réussi l'impossible. Il a forcé les 2 puissances à se battre jusqu'à l'épuisement, protégeant ainsi son peuple du sort qu'il craignait le plus, l'extermination. Mais pendant 10 ans, le conflit s'enlise. Même Kondiaronk, depuis sa base de Michilimackinac, commence à voir ce que coûte cette manipulation. Son propre peuple, les Wendat, n'en peuvent plus. Les épidémies frappent, les guerres n'en finissent plus. Il réalise que si le conflit continue, il ne restera plus personne pour raconter leur histoire. 13 ans plus tard, les nations autochtones sont à bout, les Français aussi. Kondiaronk, qui a maintenant une 50aine d'années, comprend que son coup de force de 1688 a atteint son but. Personne n'a été exterminé. Mais personne ne peut gagner non plus. Les Français ne croient pas les Iroquois. Les Iroquois détestent les Français et les nations de l'Ouest craignent de se faire trahir par tout le monde. C'est donc lui qui va prendre l'initiative. Il utilise son immense influence pour convaincre les nations de l'Ouest qu'il est temps de descendre à Montréal pour une paix générale. Il ne veut plus seulement une paix entre les Français et les Iroquois, il veut une paix globale qui inclut tout le monde. Et il va les convaincre. Le 21 juillet 1701, plus de 200 canots descendent le Saint-Laurent. 1300 délégués représentant 39 nations différentes. C'est le plus grand sommet diplomatique jamais vu. Et au milieu de ce convoi, Kondiaronk est respecté comme un oracle. Les témoins de l'époque ont rapporté que malgré le nombre immense de délégués, l'arrivée s'est faite dans un calme protocolaire frappant. Le silence était seulement rompu par le bruit des pagaies et parfois des salves de mousquets en signe de salut. Et, une fois arrivés, ces 1300 délégués ont dû camper à l'extérieur des murs du fort de Montréal, qui n'était alors qu'une petite bourgade fortifiée. C'était une véritable ville éphémère qui s'était construite en quelques jours. Mais le destin est cruel. Alors que Montréal s'apprête à signer l'accord, Kondiaronk tombe gravement malade. Une fièvre violente et des tremblements le terrassent. Le 1er août 1701, le jour des grandes délibérations, il est si faible qu'il ne peut même plus tenir debout. Pourtant, il refuse de se taire. On l'apporte dans l'assemblée sur un fauteuil de velours. Il lutte contre les délires et l'épuisement total. Entouré du gouverneur de Calière et des chefs des 5 nations iroquoises, ses anciens ennemis, il va parler pendant 2 heures. Un silence total se fait autour de lui. Même s'il ne parle pas bien fort, les 1500 délégués l'écoutent. Sa voix est un souffle, mais ses mots sont des lames. Il exhorte tout le monde à la raison. L'historien de la poterie, présent sur place, rapporte que son éloquence était telle qu'elle captivait l'audience malgré son agonie. Voici un retour des historiens sur place. Ce n'est pas le discours mot pour mot,
c'est une prise de note. Mon père, je ne suis pas venu ici pour parler, mais pour mourir au service de la paix. Regardez-moi. Le soleil s'obscurcit pour moi, et bientôt, je ne verrai plus le visage de mes frères. Ils se tournent vers les délégués des 39 nations. Nous avons été des fous. Nous avons laissé le sang couler dans nos forêts pour des querelles qui ne servaient que la mort. Pendant que nous nous entretuions, nos femmes pleuraient et nos villages se vidaient. J'ai toujours travaillé pour ma nation, les Wendat. J'ai fait des choses terribles parce que je craignais que nous soyons oubliés ou trahis. Mais aujourd'hui, je vois plus loin que ma propre cabane. Puis, il conclura. Je vous demande de jeter vos haches dans une fosse si profonde que personne ne pourra plus jamais les retrouver. Que le gouverneur soit notre garant. Si l'un de nous est frappé, que tous les autres se lèvent, non pas pour se venger, mais pour demander justice à notre père. Je ne regrette point ma vie, sinon pour le désir que j'avais de voir cette paix affermie avant de partir. Mon père, je vous confie mon peuple. Mes frères, je vous confie la terre. L'historien de la poterie raconte qu'après avoir parlé, Kondiaronk était tellement épuisé qu'on a dû lui donner du vin et des fortifiants pour qu'il ne s'évanouisse pas sur place. À la fin de son discours, un grand cri d'approbation s'élevait de la foule. Même les chefs iroquois qui avaient toutes les raisons de le haïr pour le coup de lance de la famine ont baissé la tête en signe de respect. Ils ont reconnu en lui le seul homme capable de clore un siècle de guerre. Il a alors donné son accord oral au traité, mais ne le verra pas être signé. Il meurt terrassé par sa fièvre à 2 heures du matin, comme s'il avait tenu par pure volonté jusqu'à ce que ces mots soient prononcés pour être sûr que le traité soit signé. Le 3 août 1701, Montréal assiste à un spectacle qu'elle n'oubliera jamais, les funérailles royales de Kondiaronk. C'est ici que l'homme devient un pont entre deux univers. Pour la cérémonie, on respecte ces deux identités. Il est vêtu d'un uniforme d'officier français avec une épée au côté. Mais son corps est accompagné par les chefs des 39 nations qui pleurent un géant de la forêt. Sa conversion au catholicisme, bien que discutée par certains historiens comme un acte diplomatique, est ici célébrée en grande pompe. C'est un cortège de 60 soldats, fusils renversés, qui ouvre la marche, suivi des prêtres chantant le requiem. Il est porté en terre par des dignitaires français et des chefs autochtones, unissant dans le deuil ceux qui s'entretuaient hier. On l'enterre sous le sol de l'église Notre-Dame, un privilège normalement réservé à la haute noblesse européenne. C'était la preuve ultime que pour les Français, Kondiaronk n'était pas un sujet, mais un égal. Sur sa plaque, une inscription simple qui dit tout de son génie. Siji le rat, chef des Hurons. En cet instant, Kondiaronk n'est plus seulement un chef Wendat ou un allié de la France. Il est devenu l'architecte d'un nouveau monde, prouvant que même un rat peut forcer les empires à s'incliner. Enfin, le 4 août, le jour de la signature officielle arrive. Le vide laissé par sa mort est immense, mais son pari est gagné. Les chefs des 39 nations s'avancent un à un. En souvenir de sa parole, ils posent leur signature en bas du traité. Des dessins représentant des animaux totems ou des objets. Des ours, des loups, des oiseaux, un calumet. Là où Kondiaronk aurait dû signer un rat, son successeur scelle son testament politique pour lui. La paix est scellée et durable. Petit aparté pour les curieux, ce traité est passionnant car on peut lire ce que chaque nation a apporté comme preuve de bonne foi à cet événement. En voici un petit exemple. Nous voilà ici comme vous l'avez demandé. Nous vous présentons 12 prisonniers, dont 5 veulent retourner avec nous. Pour les 7 autres, vous en ferez ce qu'il vous plaira. Nous vous remercions de la paix que vous avez procurée et nous la ratifions avec joie. Je ne fais qu'un même corps avec vous, mon père. Voilà un prisonnier iroquois que j'avais fait à la guerre. Notez qu'en vous le présentant, je lui donne un calumet pour emporter chez les Iroquois et fumer quand nous nous rencontrerons. Je vous remercie de ce que vous éclairez le soleil qui nous observe depuis la guerre. Je vous ai obéi, mon père, en vous ramenant 8 prisonniers iroquois pour en faire ce qu'il vous plaira. Si j'avais eu des canots, je vous en aurais amené davantage. Quoique je ne voie point ici des miens qui sont chez les Iroquois, je vous ramènerai ce qui m'en reste, si vous le souhaitez, ou je leur ouvrirai des portes pour qu'ils s'en retournent.
Celui qui est appelé mon père à chaque fois, c'est le gouverneur général qui tient le rôle de l'arbitrage dans ce cas. En appelant le gouverneur mon père, les nations autochtones, comme les Wendat ou les Iroquois, se placent dans une relation de famille. Le père est celui qui distribue les cadeaux, qui protège ses enfants et qui, surtout, règle les disputes entre les nations. Lors de la Grande Paix, le traité instaure une règle révolutionnaire, le droit d'arbitrage. En acceptant ce titre, le gouverneur devient l'arbitre suprême. Désormais, si un Iroquois tue un Wendat, on ne sort plus les haches. On va voir le père à Montréal pour qu'il rende justice. C'est la naissance du droit international en Amérique. Au-delà du symbole, l'historien Gilles Havard nous montre que Kondiaronk a réalisé un miracle en 3 actes. D'abord, il a fait de son agonie une arme. En mourant juste après son discours, il a transformé un traité technique en un sacrifice sacré. Il est devenu impossible pour ses ennemis de renier une paix scellée par le dernier souffle d'un tel géant. Imaginez. Sans lui, l'accord n'était pas certain. Les Iroquois n'avaient même pas ramené d'otages à échanger avec les autres nations. Ensuite, il a brisé le cycle de la chair à canon. En imposant la neutralité des nations autochtones, il a refusé qu'elles servent de bouclier aux guerres des Blancs. Il a transformé des peuples qu'on croyait dominés en véritables arbitres du continent. Enfin, en transformant le gouverneur en un père qui réconcilie plutôt qu'un maître qui ordonne. Il a obligé l'Empire à abandonner la force par le consensus. Ce n'est pas la France qui a civilisé la forêt. C'est Kondiaronk qui a imposé la diplomatie de la forêt à l'Empire. Maintenant que je connais son histoire, je n'ai plus qu'une question. Qu'est-ce qu'on attend pour porter sa vie sur grand écran ? On nous bombarde de blockbusters sur des rois européens ou des épopées américaines, mais la vie de Kondiaronk écrase n'importe quel scénario de fiction, clairement. On parle d'un guerrier qui a grandi dans les cendres d'un génocide, devenu le plus grand stratège de son temps, un homme capable de battre les Européens à leur propre jeu, celui du verbe et de la diplomatie. Il a manipulé 2 empires par un simple mensonge pour sauver les siens, avant d'unifier 39 nations dans un dernier souffle. C'est le véritable père de la diplomatie en Amérique du Nord. Sa vie n'est pas qu'une page d'histoire, c'est une épopée totale, un thriller politique qui n'attend que sa caméra. Le bilan est là, gravé dans le sol. Sans lui et ce traité de 1701, Montréal, épuisé, affamé et harcelé, aurait probablement été abandonné par les autorités françaises. Grâce à Kondiaronk, les guerres iroquoises s'arrêtent pour de bon. Il n'a pas seulement sauvé son peuple de l'extermination, il a sauvé la Nouvelle-France tout entière. J'espère que ce récit vous a plu. Si c'est le cas, un petit abonnement et un petit commentaire, on en est toujours friand. Sur ce, on se dit à très vite sur la chaîne. Bye!